Les relations entre Rome et les aristocraties locales ont commencé bien avant la phase de conquête des Gaules. Ces relations ont toujours constitué un élément essentiel de l'introduction lente et diffuse, politique mais aussi économique, de la puissance romaine depuis le milieu du IIe siècle avant notre ère. Celle-ci dominait déjà toute la Méditerranée, comme l'exprimait l'auteur Polybe. Ces relations s'inscrivaient dans des traités qui employaient un vocabulaire précis et significatif. Les peuples indigènes conquis devenaient ainsi des amici et des soci. Même si ces termes traduisaient des réalités concrètes, parfois un petit peu rudes, comme la livraison préalable d'otages, généralement les enfants des princes indigènes, qui seront élevés à Rome selon leurs coutumes. Les traités prévoyaient en général une aide militaire qui impliquait des contingents d'hommes et des livraisons de blé, et aussi l'hébergement des troupes en cas de besoin. Bien sûr, les aristocrates indigènes devenaient alors à titre privé les amici des Romains qui les recevaient à Rome. Ce fut par exemple le cas du druide Diwykiakos, qui avait été l'hôte de Cicéron. Rome disposait ainsi de réseaux d'influence politique et économique à l'extérieur de l'Empire, souvent bien avant la conquête proprement dite de ses futures provinces. Ce phénomène était aussi présent pour la Bretagne, celle de l'autre côté de la Manche. Nous savons que tout le sud-ouest de l'île était tenu par des princes clients de Rome depuis la première incursion de César et que Rome y nommait des rois. Les problèmes de succession des grandes familles nobles bretonnes allaient fournir le prétexte de la deuxième invasion romaine sous Claude. Revenons aux Gaules. Le texte de César fournit de très nombreux exemples de cette collaboration. En 58 avant Jésus-Christ, le proconsul dispose de deux alliés anciens dans les Gaules, les Éduins et les Séquanes. Les Lingons, eux aussi, ont accueilli des troupes en 53 et 52 et fournissent de la cavalerie. Une grande partie de la Gaule participa à l'expédition césarienne en Bretagne en fournissant près de 4000 cavaliers. Le proconsul n'hésita pas à intervenir en permanence dans les affaires intérieures des cités, plaçant des hommes et nommant des rois, tels Tasgaetus le Carnute ou Kawarinos le Sénon. L'hivernage des légions pesait un poids important sur l'économie des cités qui les accueillaient. Nous ignorons à ce propos quel était le sentiment populaire face à ces exigences récurrentes. Il est évident que les troupes étaient alors cantonnées dans les agglomérations, comme ce fut le cas pour Jules César lui-même à Bibracte juste après Alésia. Ce système a survécu au conflit, non seulement parce que César avait toujours les moyens de l'imposer, mais aussi parce que les aristocrates gaulois étaient eux-mêmes entrés dans le jeu. Dès le début de la guerre civile, le proconsul appelle à son aide 6000 fantassins et 3000 cavaliers qu'il avait les uns et les autres servis pendant les guerres précédentes, ainsi qu'un nombre égal de mercenaires gaulois venus de la Gaule chevelue, récemment pacifiée. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une levée nouvelle qui ne constitue pas un recrutement forcé car elle s'appuie sur des solidarités volontaires et personnelles. César précise en effet qu'il avait convoqué tous les plus nobles et les plus braves de chaque cité. Les Gaules vaincus s'étaient assez rapidement ralliés à son vainqueur, un bon moyen pour la noblesse indigène de continuer à vivre l'activité guerrière qui était à la fois une manière traditionnelle de vivre et une source de richesse au sein d'une société encore fortement marquée par les valeurs militaires des siècles précédents. La richesse des Gaulois en hommes, même après la guerre, faisait-elle un enjeu essentiel dans le conflit politique romain, et son attribution comme province à l'un ou l'autre des compétiteurs des deux triumvirats pouvait modifier les rapports de force. La statue du célèbre guerrier de Vachère, l'arc des Iuli à Glanum, illustre cette réalité de la collaboration militaire des vaincus d'hier et de leur intégration dans le nouvel ordre politique romain. C'est durant la période des guerres civiles qu'a été mis en place le recrutement de troupes gauloises et intégré dans l'orbite romain des nobles qui voulaient servir à leur tête. Récompensés eux-mêmes par l'octroi individuel de la citoyenneté, ces nobles gaulois ont alors reçu le gentilice de Iulius, qui était aussi celui d'Auguste. Il va sans dire que la province de la Narbonnaise, au moins autant que la Comata, soit le reste des Gaules, a fourni une contribution essentielle à cet effort militaire. On a, depuis longtemps, observé le lien entre ces levées ethniques sous l'autorité d'un chef de guerre indigène et l'étude des noms de certaines unités auxiliaires, dont l'appellation trahit encore leur origine dans les inscriptions impériales. Il s'agit pour l'essentiel d'ailes de cavalerie, l'ala Longiania, l'ala Indiana et l'ala Petriana, pour se limiter à ces quelques exemples, empruntant, on le sait, leur nom au cognomen de leur premier chef. Le phénomène n'est pas propre à la Gaule de cette époque, il est au contraire assez largement répandu dans différentes provinces. La principale question que l'on peut se poser est de savoir jusqu'à quand ce système a duré et quand il a laissé place au mode de recrutement régulier des auxiliats tel que nous le connaissons après les réformes claudiennes, voire à partir de l'époque flavienne, grâce au diplôme et à l'épigraphie. Il est intéressant à cet égard d'observer la carte des tombes à armes conservées en Gaule telle que l'a dressée Michel Feugère. Elle montre une concentration particulière dans le centre de la Gaule, chez les Bituriges notamment, mais aussi chez les Éduins. Et une répartition dense en Belgique, particulièrement chez les Trévires.
On sait que ce type de tombe, qui a des antécédents latiniens, les dernières sépultures de ce type sont datées de l'époque de Claude vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Elles sont généralement considérées comme appartenant à des aristocrates gaulois qui avaient servi dans l'armée romaine, probablement dans les troupes auxiliaires, mais étaient encore ensevelies selon des pratiques traditionnelles valorisant leur statut de guerrier. La plus emblématique de ces tombes est l'une des dernières de la série, celle de Chassenard dans l'Allier, près de Digoin, découverte en 1874 par un cultivateur labourant son champ. Il découvrit une sépulture datée de l'époque de Caligula. Elle a en effet livré, en outre, un casque à visage, des éléments d'équipement militaire, une cuirasse, un torque qui font penser à un soldat de haut rang, voire un officier. Ici, la romanité s'affiche par la présence de strigiles. Le caractère indigène s'exprime par le mode même de la sépulture et la pratique du dépôt d'armes et de vaisselle métallique. Notre homme s'est fait ensevelir avec des coins monétaires, une particularité qui pose incontestablement la question de sa fonction et de la frappe des monnaies avec lesquelles étaient payés les auxiliaires. Ces derniers, ou du moins certains corps recrutés sur une base nationale, étaient-ils encore rétribués sous Caligula par leurs officiers d'origine gauloise, comme on le voit faire au moment des guerres civiles avec les deux frères Allobroge, Rocilius et Egus. Cette question invite à un examen du statut des auxiliaires et des peuples au sein duquel ils ont été levés entre le règne d'Auguste et la fin de la période julio-claudienne. En plus des troupes de cavalerie, il pouvait y avoir des levées de fantassins sur une base nationale, des unités semblables aux Socii de l'époque républicaine. Il ne faut pas les confondre avec les auxiliaires professionnels caractérisés par la durée de leur engagement, la solde, l'armement et à partir du règne de Claude, la promesse de citoyenneté à la fin de leurs 25 ans de service. Nous pouvons toutefois nous demander si cette tripartition est bien solide et si elle était encore valable au début du règne de Claude. Tous les peuples de la Gaule ne semblent en effet pas avoir été soumis aux mêmes obligations militaires. Certains disposaient d'un traité spécifique qui les dispensait du tributum financier remplacé par des fournitures en nature. On en connaît deux exemples célèbres, les Umbiens et les Bataves en Germanie, soit l'Allemagne actuelle. Les relations de dépendance avec Rome n'étaient en effet pas uniformes. Elles se définissaient peuple par peuple et dépendaient largement de la situation juridique de chacun. Il y a donc eu des modes de recrutement militaire très différents au sein du monde gaulois après la conquête. Nous voyons tout d'abord des troupes levées directement par leurs chefs indigènes au sein de leur tribu, dont les unités portent parfois encore le nom très longtemps après. Les Bituriges, dont les tombes à armes sont parfois anciennes, ont sans doute pu, dès la période qui a suivi la conquête, fournir à Rome des troupes levées de la part de leurs chefs traditionnels. Nous ne pouvons simplement pas en être sûrs dans l'état actuel de la recherche. Les aristocrates gaulois ont dû jouer un rôle essentiel dans le recrutement. Ce fut aussi le cas en Germanie, et la figure d'Arminius est là pour nous le rappeler. Ces contributions militaires pouvaient être du volontariat ou alors, en fonction du traité passé avec Rome, des levées forcées. À côté de ces levées, et sans doute de manière parallèle, ont existé des engagements individuels. Nous trouvons ainsi des unités d'Aquitains, de Belges et de Gaulois. Revenons à l'homme de Chassenard. Probablement un Éduin si l'on tient compte du lieu de la découverte de la tombe, et était-il sous Caligula à la tête d'une troupe éduenne dont aucune inscription d'époque impériale nous indique l'existence ? Nous sommes donc en face d'un grand nombre de cas possibles. Vouloir juger l'influence effective de ces aristocrates gaulois dans le recrutement militaire des auxiliaires sous l'Empire s'avère un exercice difficile des plus délicats dès que nous essayons d'entrer dans les détails. Il est en revanche certain que jusqu'au milieu du 1er siècle de notre ère au moins, le métier militaire conservait toutes ses vertus ancestrales et fournissait aux Gaulois différents moyens à la fois de s'enrichir, d'acquérir de la gloire et de s'intégrer dans les cadres du nouveau pouvoir. Par un engagement individuel ou par un recrutement national sous la direction d'un chef qui pouvait être d'abord l'un de ces équitesses dont parle César, mais aussi, dès l'époque julio-claudienne, un officier romain. Passons à la description des objets de cette tombe. On y trouve une visière d'un casque en fer, dont la calotte et le couvre-nuque ont disparu, de même que le plaquage en feuilles de métal, cuivre ou argent qui embellissait la visière. Au revers, les restes d'une cotte de maille en fer, soudée par l'oxydation, avaient rempli la cavité du casque et obstrué les yeux. Au milieu du front, le tube horizontal est un vestige de la charnière qui permettait de relever le casque. Ce type de casque luxueux, sans doute réservé à des officiers, était porté parfois par les cavaliers de l'armée romaine, mais probablement pas au combat, mais lors des joutes ou des parades. On retrouve ce type de casque chez les cavaliers romains, mais aussi chez certains porte-enseignes, les signifères. On peut voir cela sur la stèle de Quintus Lucius Faustus, où l'on voit un casque qui suggère la forme d'un casque à visage. Pour revenir à son armure, il s'agit des restes d'une cotte de maille. Au moment de l'enfouissement, elle a sans doute été repliée ou roulée et ensuite placée sous le casque, d'où le fragment retrouvé sur ce dernier. Réduit par l'oxydation, il n'en reste qu'un amas compact. On trouve également deux attaches d'épaulières finement ouvragées en alliage cuivreux.
Difficile d'imaginer un soldat romain sans son fameux glaive. Dans cette sépulture, il n'en reste que la pointe. La forme générale et la datation, ainsi que ses dimensions, 4,0 cm de largeur et 16,0 cm de long, le rapprochent du type Mayence, type Sisac ou type classique. Le Cingulum, autre pièce emblématique du soldat romain. Celui-ci était en plaques estampées, réalisées en alliage cuivreux et ensuite argenté. Trois plaques exactement semblables, ainsi qu'une boucle ont été retrouvées. A l'origine, il devait y avoir plus de plaques. Leur décoration met en avant un masque imberbe, probablement le portrait de Tibère, encadré par 2 cornes d'abondance, cerclées de motifs en pointillés. Nous y trouvons aussi un torque en alliage cuivreux, puis d'ensuite doré, d'une section carrée. Cet objet dont le symbolique pour les Celtes nous échappe encore aujourd'hui, le classe parmi les nobles celtes. Il peut toutefois s'agir d'une récompense militaire car nous savons que ces objets faisaient partie des donations à l'époque impériale. On peut en voir sur les stèles romaines où on les voit généralement par paires, notamment sur les stèles de Centurion. Celui de Chassenard a la particularité d'être seul et bien plus gros que les modèles précédents, ce qui suggère un port autour du cou. D'autres objets, tout aussi exceptionnels, furent déposés dans cette tombe. 2 paires de coins monétaires en fer destinés à frapper des monnaies en or de l'empereur Tibère, qui a régné de 14 à 37. Ces instruments, monopole de l'État romain, étaient sévèrement contrôlés pour éviter la fabrication de fausses monnaies. Très abîmés, peut-être ont-ils été martelés avant d'être placés dans la tombe. Ce soldat, enterré avec tout son équipement, était probablement un officier romain engagé dans les troupes auxiliaires, d'après les éléments que l'on a à notre disposition. Le fragment de glaive type Mayence, les outils monétaires ainsi que le casque à visage. Il s'agit probablement d'un signifère, car en plus de son rôle de porte-enseigne, le signifère est également le banquier de son unité, c'est lui qui gère entre autres la caisse commune des retraites des soldats et l'argent pour les funérailles de ceux qui sont tombés au combat. Sous certaines conditions, ils peuvent aussi encadrer des frappes de monnaie pour son unité. Selon une autre théorie, il peut s'agir d'un cavalier gradé, un décurion, voire un préfet d'aile, bien qu'il n'en ait pas de traces d'équipement équestre. Ce soldat aurait servi dans l'armée romaine de Tibère et peut-être encore celle de Caligula. La présence de coins monétaires pourrait indiquer une des fonctions qu'a rempli ce soldat, la surveillance d'ateliers monétaires. Le statut de ce soldat est difficile à déterminer si on lit Aoli, Blucii, Muciani sur la tâche de la Côte de Maille. Nous avons la trianomina d'un citoyen romain d'origine gauloise. Il s'agirait en toute vraisemblance d'un soldat auxiliaire, ce qui correspondrait mieux à une tombe provinciale avec de l'armement. Les élites provinciales devenues citoyennes sous l'Empire ont pu obtenir des grades importants pour encadrer des troupes auxiliaires.